Merci d'être là. Lorsqu'on a lancé nos invitations, on a sollicité des partenariats et 15 organismes ont accepté rapidement et avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie. Et comme nous sommes en période de pandémie, Roger l'a dit, il y a des mesures à prendre et la police a demandé qu'on ne soit pas plus de 50, ce qui explique que vous n'avez pas vu des grandes publicités dans les journaux cette semaine. D'abord, l'événement est organisé avec les partenaires, je vais en parler dans un instant, par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Qu'est-ce que c'est cet organisme? C'est un organisme qui a 20 ans et qui vise à recenser, mettre en valeur, inventorier les lieux de la mémoire, les lieux communs de la mémoire franco-québécoise. Alors, un lieu de mémoire, ça peut être un lieu physique, ça peut être un personnage, aujourd'hui, ça peut être un événement et ça peut être aussi du patrimoine immatériel, comme par exemple la chanson française. Alors, chaque année, la Commission organise en France et ici des activités de commémoration. En 2020, c'est l'année de Gaulle en France. C'est l'anniversaire de sa naissance, 130 ans, 80 ans l'appel du 18 juin et 50 ans son décès. Aujourd'hui, c'est le seul événement de Gaulle au Québec pour souligner l'année de Gaulle. Alors, merci d'être présent. Et on en a parlé tout à l'heure, Radio-Canada est là. Et si vous procurez le devoir, nous sommes en première page du devoir aujourd'hui. Alors, je vous invite à un voyage dans le temps. Nous sommes en juin 1940. Qu'est-ce qui se passe? La France, tout comme l'Angleterre et le Canada, sont en guerre contre l'Allemagne nazie depuis le mois de septembre 1939. C'est la drôle de guerre. Il ne se passe pas grand-chose pendant que les Allemands font du ravage et les Russes font du ravage en Pologne. Et en mai, les armées d'Hitler envahissent la Hollande, la Belgique et la France. Et en 6 semaines, ils mettent à genoux les vainqueurs de 1918, la France. Alors, l'impensable se produit. La France est occupée. Le maréchal Pétain demande l'armistice, capitule, demande l'armistice et bientôt va s'engager dans la collaboration. Il y a un homme, qui se lève et qui dit non, qui n'accepte pas cette défaite. Nous sommes le 18 juin 1940 et sur les ondes de la BBC, un général à peu près inconnu, le général de Gaulle, lance un appel à la résistance, ce qui lui vaudra immédiatement une accusation de haute trahison et une condamnation à mort par contumace. Qui était le général de Gaulle? C'était un colonel fraîchement promu de général de brigade à titre temporaire. C'était surtout un stratège. Général de Gaulle était profondément habité par l'histoire de France et il était à contre-courant des grandes pensées militaires de 1940. Les chefs militaires prônaient la défensive. On est allé se cacher dans la ligne Maginot, puis on a attendu les Allemands. Sauf que les Allemands, ils ont passé par la Belgique, ils ont contourné la ligne Maginot. Alors, la France a été écrasée. Et le général de Gaulle prônait, lui, l'offensive avec les moyens mécaniques, l'avion, les tanks et les canons. Et d'ailleurs, en 1940, il a été un des rares qui a procuré une victoire à la France lors de la campagne de France. Alors, c'était déjà un rebelle. Mais en 1940, en juin, il est bien seul. Il est à Londres. Il y a deux avantages. Il a l'appui de Churchill et il a une volonté de faire, une volonté tenace, une détermination hors du commun. Il sait que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un peuple qui descend de la dizaine de milliers de pionniers français venus ici au 17e et au 18e siècle. Il a lu sur ce peuple. Il a su leur vaillance au combat lors de la Première Guerre mondiale. De Gaulle est un homme d'histoire, je vous l'ai dit. Alors, le 1er août 1940, il est à Londres, il se rend à la BBC, enregistre un appel aux Canadiens français en vue de leur demander de venir au secours de la France. Cet appel a été répercuté par Radio-Canada, ici au Canada,
Et dès le lendemain, la plupart des journaux l'ont commenté. Évidemment, le général de Gaulle s'est trouvé du jour au lendemain une vedette ici au Canada. Plus de 80 comités de la France libre se sont formés rapidement en vue de soutenir le mouvement et envoyer des hommes, de l'argent ou des fournitures. Il y a une femme dans tout cela qui se démarque. C'est celle qui anime la France libre à Québec. Elle s'appelle Marthe Caillot-Simard. Marthe Caillot est une Française qui a marié le docteur Simard de Québec, qui est à Québec, et qui anime la France libre ici. En 1943, le général de Gaulle l'appelle à siéger à l'Assemblée à Alger. Et quand Paris est libéré, l'Assemblée se rend à Paris pour siéger. Et Mme Simard sera non seulement la première franco-québécoise à siéger à l'Assemblée nationale française, mais la première femme députée en France. Il faut le faire. Et quand arrive le grand moment, le 6 juin 1944, les Québécois sont là. Le régiment de la Chaudière débarque à Juno Beach. De Gaulle n'a pas oublié. Et en juillet 1944, un mois après le débarquement, Paris n'est pas encore libéré. Il s'en rend en Amérique et il n'oublie pas de venir visiter Québec et Montréal. Pendant ce temps-là, les combats sont toujours actifs, Paris n'est pas libéré et le régiment de la Chaudière est en train de libérer Caen et se bat dans la poche de Falaise. Il désire rencontrer en personne ces Canadiens français. De Gaulle est un homme qui a de la mémoire. Après 1946, lorsqu'il quitte le pouvoir, la relation franco-québécoise reprend son train-train habituel, quelques visites protocolaires par-ci, par-là. Le président Auriol est venu en 1951, les présidents du Conseil Maillet, Mendès France et Mollet sont venus, mais c'est des visites de politesse. De Gaulle revient au pouvoir en 1958. Il a de la mémoire et 2 ans plus tard, il revient nous rencontrer en 1960 et déjà, il a une vision pour le Québec dans sa relation avec la France. Il a des idées, je l'ai dit, et ça donne lieu notamment à la délégation générale du Québec à Paris, en France, en 1961, et aux accords d'éducation en 1965. En 1967, il revient pour son célèbre voyage. Les gens pensent que c'est son seul voyage. C'était le 3e au Québec. Évidemment, par la suite, les choses ont déboulé. On a notamment l'Office franco-québécois pour la jeunesse. De Gaulle n'a pas modernisé le Québec. C'est la Révolution tranquille qui l'a fait. Par contre, il a donné à notre peuple une fierté. Un grand de l'histoire est venu nous dire que nous n'étions pas simplement des porteurs d'eau ou des nègres blancs d'Amérique. Et pour reprendre l'expression de René Lévesque, il est venu nous dire que nous étions quelque chose comme un grand peuple. Ça ne nous a pas laissé indifférents. De Gaulle a donné une impulsion au Québec. C'est lui qui nous a accompagnés sur la scène internationale. Comprenez que dans les années 60, le Canada se promenait partout dans le monde pour dire qu'il était une nation anglophone. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivaient ici et étaient surpris d'apprendre, de voir qu'il y avait du français. On est en culotte courte. Bien, et aujourd'hui, 50 ans plus tard, il n'y a pas un domaine de l'activité internationale où il n'y a pas des Québécois, où on ne rencontre pas des Québécois qui occupent des fonctions importantes. Nous sommes 8 millions sur une population de 8 milliards, 1/1000 de la population de la Terre. On a eu une secrétaire générale adjointe des Nations unies. Plusieurs Québécois ont commandé des missions de la paix dans le domaine des sports. Je n'ai pas besoin d'en parler. Dans l'écriture, la peinture, les arts, partout, les Québécois s'illustrent sur le plan international. C'est ça l'héritage du général de Gaulle au Québec. Mon général, merci, je me souviens. Nous avions annoncé que vous allez entendre en exclusivité, 80 ans plus tard, le message du général de Gaulle par lui-même. Je voudrais vous présenter quelques éléments de contexte. Le général de Gaulle, on l'appelle toujours comme ça, c'est un militaire talentueux, assurément,
Mais c'est un érudit. On oublie ça souvent, c'est un érudit. Et un peu comme Obélix, il est tombé dans la potion historique en très bas âge. Doté d'une mémoire tout à fait phénoménale, il connaît l'histoire de France, évidemment, mais l'histoire même du monde entier. Et vous porterez attention tout à l'heure au choix des mots qu'il a fait. Vous savez, De Gaulle, quand il écrivait, il réfléchissait et puis, même pour des courts textes, il prêtait attention. Et vous remarquerez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La France appelle votre secours parce qu'elle vous connaît. » Eh bien, oui, De Gaulle, et Denis l'a mentionné, De Gaulle connaissait l'histoire de la Nouvelle-France. En 1940, et Denis l'a rappelé, il rompt avec le gouvernement Pétain parce qu'il veut ramener la France dans le camp des vainqueurs. Arrivé seul à Londres le 17 juin, il veut mobiliser les forces vives et ça l'amène à faire son appel le lendemain du 18 juin. Mais il pense aux Canadiens français du côté américain ici, et donc il y a des négociations entre la BPC et puis Radio-Canada parce que De Gaulle veut s'adresser aux Canadiens français. Et la chose est possible le jeudi 1er août. Il enregistre son message dans la journée et de Londres, on envoie le message à Radio-Canada, à CBC. Et c'est le début aussi, vous allez le noter, c'est le début d'une nouvelle série, le jeudi 1er août, d'une nouvelle série de la radio française de Londres. Alors, au Québec, cette journée-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une très belle journée, un peu comme celle qui est annoncée aujourd'hui. Il a fait 22 degrés et par une très belle soirée, les gens soit écoutent la radio ou soit jouent aux cartes. Et à 10 heures le soir, imaginez-vous l'étonnement des gens, de centaines de milliers de Canadiens français qui sont à l'écoute de Radio-Canada. Ils entendent un général français les appeler au secours. Celui-ci s'adresse directement à eux, Canadiens français, pas Canadiens en général, non, Canadiens français. Le lendemain, 2 août, tous les journaux du Québec répandent la nouvelle en publiant en première page le message du général. Mais pour De Gaulle, c'est une très mauvaise journée, le 2 août 1940, parce que le régime Pétain vient de le condamner à mort. Le général De Gaulle n'est pas du type à lancer une bouteille à la mer et à plus s'en préoccuper. À preuve, 15 jours plus tard, exactement le 15 août, De Gaulle écrit à son contact à Montréal, le docteur Vignal. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui demande? « Je vous demanderai de me dire si on entend les émissions de Londres, comment on les apprécie, et en particulier, si le discours du 1er août, transmis à 22 heures aux Canadiens français, a été satisfaisant. » Vous voyez, De Gaulle cherche à avoir du feedback pour ajuster le tir si nécessaire. Son appel à l'aide n'est pas tombé dans l'oreille de sourds et des milliers de Québécois se sont mobilisés dans les comités de la France libre. L'un de mes amis français m'écrivait récemment « De Gaulle est la voie de l'honneur, le chemin de l'espérance. Il ne faut pas oublier tout ce que nous lui devons. » En écoutant le message dans quelques instants qu'il nous a adressé à nos parents, plutôt, en 1940, vous verrez qu'il parle justement de reconquête de l'honneur et aussi d'espoir, ce qu'il fera aussi dans ses autres contacts lors de ses 3 voyages en 1944, en 1960 et en 1967. Écoutons le général De Gaulle. Nous vous invitons maintenant à écouter le général Charles de Gaulle qui parlera de Londres. Designed especially for French-Canadian listeners. The speaker tonight is General de Gaulle. Nous inaugurons ce soir une nouvelle série de causeries intitulée « Les voix françaises ». Chaque jeudi soir, à cette heure-ci, vous entendrez une voix de France, de la France intellectuelle et libre, connue du monde entier et qu'il faut perpétuer. Voici le général de Gaulle. Canadiens français, si loin que vous soyez de moi, je n'éprouve aucun embarras à vous parler, car je veux vous parler de la France, et personne au monde ne peut comprendre
la chose française mieux que les Canadiens français. Je ne vous énumérerai pas nos erreurs militaires, morales, nationales. Le soldat, le catholique, le français qui vous parle les connaît et les reconnaît. Pensez seulement qu'aucune nation n'avait subi, supporté, accepté des sacrifices pareils aux sacrifices qui furent subis, supportés, acceptés par nous de 1914 à 1918. Des Français étaient morts en masse sur les champs de bataille, et ceux-là étaient les meilleurs. En sont témoins les Canadiens enfouis dans la même terre. Mais des conquérants se sont dressés, dont le triste génie exploite implacablement les erreurs des autres. Nos propres fautes, celles de nos alliés, ont fait que ces conquérants ont vaincu l'armée française. Alors, parmi les dirigeants, une affreuse conjuration de panique a livré à l'ennemi nos armes, notre indépendance, et jusqu'à la possibilité de penser librement en français. Maintenant, la France est à reconquérir, après quoi elle sera à refaire. Et c'est pourquoi l'âme de la France cherche et appelle à travers l'univers ceux qui aiment ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, tout ce que, siècle après siècle, elle a su faire pour les autres. L'âme de la France cherche et appelle votre secours, le vôtre, Canadiens français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes. Elle sait quelle part vous avez dans le pays, dans le peuple, dans l'État auquel vous appartenez, dans ce pays, dans ce peuple, dans cet État qui monte. Elle connaît tout ce qu'il y a de puissance et d'espérance. L'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle mesure votre rôle et votre importance à l'intérieur de l'Empire britannique, qui aujourd'hui soutient presque seul la cause de ce qui veut être libre. Votre secours, l'âme de la France la cherche et l'appelle, parce que le destin a fait du Canada la terre d'union, de l'ancien et du nouveau monde. Or, dans cette guerre mondiale, aucun homme de bon sens ne tient pour possible la victoire de la liberté sans le concours du continent américain. Enfin, l'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir, puisque par vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique. La France, après ses grandes douleurs, la France, après la grande victoire, saura vouloir et saura croire. Canadiens français, recevez le salut confiant d'un soldat français à qui, pour l'instant, incombe le grand devoir de parler seul au nom de la France. Alors, on a évoqué l'histoire qui a suivi et nous allons maintenant rendre hommage, un hommage floral à De Gaulle et à son souvenir.
Et donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui au nom de la Société historique de Québec. Et comme vous vous en doutez probablement, en tant que président de la Société historique de Québec, je vais vous parler des liens qui unissent de Gaulle à la ville de Québec, mais aussi à la province de manière plus générale. Parce que les liens entre de Gaulle et la province, ils sont anciens. Spontanément, on pense au fameux « Vive le Québec libre » de 1967. La plupart des Québécois le connaissent pour ça. Aujourd'hui, eh bien, ce qu'on souligne, c'est autre chose. Ce qu'on souligne, c'est son appel du 1er août. Mais déjà avant le 1er août 1940, de Gaulle, il s'intéresse au Québec. Et c'est assez particulier que sa statue ait été érigée juste à côté du monument Montcalm qui se trouve derrière nous. Oh, excusez. Parce que dès l'adolescence, en fait, la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, de Gaulle, il s'intéresse à Montcalm, il s'intéresse au Québec, il lit Thomas Chappet. Et comme le révèle, en fait, Roger Barrette, notre maître de cérémonie, dans son livre « De Gaulle, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec ». Et donc, lorsque de Gaulle lance son appel du 1er juin, eh bien, il connaît les Québécois depuis longtemps, il s'intéresse au Québec depuis longtemps et il a compris que pour que la France soit grande, pour que la France puisse rayonner sur la scène internationale, eh bien, il a tout intérêt à se tourner vers les autres francophones à travers le monde, dont les Canadiens français. Et dans un moment aussi critique que la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il a compris qu'il avait tout intérêt à se tourner vers les Canadiens français. Et la personne qui va vraiment incarner à Québec cette résistance française, si je peux m'exprimer ainsi, cet appui à la France, comme le dit tout à l'heure Denis Racine, c'est Marthe Caillou-Simard. Marthe Caillou-Simard, eh bien, c'est une Française installée à Québec. Elle est venue ici par amour, puisqu'elle a rencontré son mari, le docteur André Simard, en Algérie. Elle s'est installée pas très loin d'ici, sur la rue d'Auteuil. Si jamais vous en avez l'occasion, je vous invite à aller voir tout à l'heure. Il y a une plaque qui a été posée devant sa résidence. Et donc, ça va devenir un haut lieu de la francophonie à Québec. Francophonie, en fait, de la France libre à Québec, plutôt, puisque, elle va bâtir un réseau intellectuel de soutien gaulliste. Sa maison va accueillir les représentants de la France libre et elle va justement être particulièrement engagée. Avant même le 1er août 1940, avant même le 18 juin 1940, Marthe Caillou-Simard, elle est mobilisée. Elle ramasse des fonds, elle essaye de mobiliser des gens en appui à la France. Et lorsque le 18 juin 1940, de Gaulle va lancer son fameux appel, eh bien, la légende raconte qu'elle était dans son salon à Québec et qu'elle l'aurait entendu à la radio. Selon le père Lévesque, je cite, « Ce soir-là, Mme Marthe Simard, femme exceptionnelle et dynamique, avait suggéré la fondation d'un comité de France libre, ce qui fut fait, séance tenante... attendez un petit peu. Ce qui fut fait séance tenante, le premier à exister dans le monde entier. Et donc, le premier comité France libre, selon le père Lévesque, aurait été celui fondé sur la rue d'Auteuil par Marthe Caillou-Simard. Frédéric Smith, dans un excellent livre que je vous conseille, « La France appelle votre secours », nuance un petit peu la chose. Est-ce que, elle a vraiment fondé son comité France libre le 18 juin au soir même, ou est-ce que, ça a été fondé dans les semaines suivantes, voire dans les mois suivants? L'histoire, en fait, c'est ça, des recherches plus approfondies seraient nécessaires, mais ce qui est sûr, c'est que déjà à l'époque, en fait, il y a un intérêt de Marthe Caillou-Simard. Et le 1er août 1940, lorsque de Gaulle va s'adresser directement aux Canadiens français, eh bien, cet intérêt-là va être démultiplié. Et avec l'arrivée d'Élisabeth de Miribel à Québec, eh bien, il va se structurer quelque chose qui est quand même encore discret, mais qui est quand même assez efficace et qui a des appuis en haut lieu. On pense notamment au cardinal Villeneuve, qui va être quand même assez dynamique dans ce réseau-là. On pense au maire Lucien Borne, on pense à des adjoints du premier ministre Adélard Godbout, à des intellectuels comme Auguste Viat, Charles de Coninck, etc. Et ils vont être particulièrement actifs. Ils vont faire quoi? Ils vont faire des pétitions, ramasser des fonds, faire des entrevues à la radio, faire justement des discours dans ce sens-là. Puis il va y avoir des journalistes qui vont joindre à eux, comme Pierre Chaloux et Willy Chevalier. Et finalement, à la fin de 1942, ça va être tellement dynamique qu'il va y avoir 16 comités qui vont être rattachés à Québec, à Rimouski, par exemple, un petit peu partout, et qui vont agir. Et donc, c'est depuis Québec que, va se structurer cette France libre-là en Amérique du Nord, entre autres, ce qui va amener, comme le dit tout à l'heure Denis Racine, Marthe Caillou-Simard à devenir la première Française investie de pouvoir politique lorsqu'elle va être nommée membre de l'Assemblée consultative provisoire d'Alger. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qui en reste? Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Marc Caillot-Simard va décider de rentrer ici pour être auprès de son mari, le docteur André Simard. Puis, elle va reprendre ses activités ici. La France va se reconstruire tranquillement et elle va tomber dans l'oubli. J'étais hier au cimetière Notre-Dame-de-Belmont sur la tombe de Marc Caillot-Simard, première Française investie de pouvoir politique en France, est enterrée à Québec, pas très loin d'ici. Et aucun tribut floral, aucune mention. On mentionne que son mari est chevalier de la Légion d'honneur, mais elle, rien. Mis à part, en fait, le livre de Frédéric Smith, publié en 2012, qui, a permis de saluer sa mémoire et une initiative comme aujourd'hui, il faut encore, je pense, continuer ceci. Et j'espère que cette journée sera la première de plusieurs qui rappelleront, en fait, l'influence de Marc Caillot-Simard et de Gaulle dans la structuration de ces relations-là. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités. Peut-être que vous connaissiez l'existence... Ah, OK. Merci. Merci. Alors, peut-être que vous connaissiez l'existence de cet appel au secours du général de Gaulle du 1er août 1940, mais moi, je ne la connaissais pas avant de voir ce livre que je vous invite à lire avec passion, les 75 déclarations qui ont marqué le Québec, écrits par notre collègue M. Roger Barrette. Il a même fait des conférences. Il est venu nous voir à Sherbrooke pour faire une conférence. Cet ouvrage apporte une compréhension nouvelle et en profondeur de la longue relation du général de Gaulle qu'il a entretenue avec les Québécois. Ce qui ressort tout le temps lorsqu'on parle du général de Gaulle, c'est son coup d'éclat de 1977 qui a révélé le Québec au monde entier. Mais le livre de Roger Barrette nous révèle que de Gaulle s'est intéressé toute sa vie au peuple canadien-français. Il paraît que dès 1911, il achetait des livres québécois et au fil des années, il a même constitué une véritable collection de livres québécois dans sa bibliothèque personnelle à Colombey-les-Deux-Églises. La commémoration de ce matin vise à corriger une lacune mémorielle et je remercie la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs d'en avoir pris l'initiative et de nous avoir invités. Le réseau Québec-France que je représente est heureux et fier d'y prendre part. De Gaulle a répété souvent que la relation France-Québec devrait être basée sur un principe de réciprocité. Notre organisme est justement né en 1971 d'une volonté de réciprocité avec les citoyens bénévoles qui animaient alors notre jumelle française, la Fédération France-Québec Francophonie. Notre mission commune est de favoriser le développement de la relation d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Par nos activités régionales, nationales et internationales et nos programmes d'échange, nous œuvrons dans les secteurs culturels, social et économiques. Aujourd'hui, nous sommes heureux de souligner l'initiative du général de Gaulle du 1er août 1940. Son appel radiophonique a marqué le début de 30 ans de dialogue fructueux entre lui et nous. Les premiers ministres québécois, Antonio Barrette, Jean Lesage, Daniel Johnson, ont tous trouvé chez de Gaulle un ami efficace et indéfectible qui a marqué l'histoire et le développement du Québec. En 1961, lors de l'inauguration de la délégation du Québec à Paris, de Gaulle déclarait « Si l'histoire a pu longtemps nous séparer, si l'histoire nous rapproche, elle nous rapproche maintenant directement. Il s'agit cette fois non point de sentiments à partager, mais bien de choses à faire ensemble. » En effet, sous sa présidence française, beaucoup de choses ont été faites ensemble dans les domaines éducatifs, culturels et économiques. Il n'est que juste de reconnaître l'importante contribution de De Gaulle à notre histoire par une manifestation de reconnaissance comme celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier M. Denis Racine, entre autres, de m'avoir contacté afin d'avoir la participation de la Société française de Québec. Au nom de la Société française de Québec et en mon nom personnel, je félicite la Commission franco-québécoise sur les lieux communs et notamment M. Denis Racine et Roger Barrette pour l'organisation de cette cérémonie commémorative.
Je ne parlerai pas très longtemps concernant ce que notre général de Gaulle a fait et a dit. Mes prédécesseurs ont très bien mentionné tout ce qui avait été donc dit et fait par notre général de Gaulle. Bon. Alors, en ce qui me concerne, je suis surtout sensible à ce qui a suivi cet appel aux Canadiens français, soit le grand nombre de Québécois qui se sont engagés volontairement dans l'armée pour combattre les nazis. En ce qui me concerne donc, c'est cela qu'il faut se rappeler particulièrement. Je n'étais pas encore de ce monde en 1940. Je suis né 2 ans plus tard, donc pendant cette malheureuse guerre, cette terrible guerre. Et je considère que si je suis aussi ici, aujourd'hui à vous parler, c'est bien en grande partie grâce au courage et au sacrifice de tous ces Québécois, ainsi que des francophones des autres provinces du Canada qui ont traversé l'Atlantique pour se joindre aux forces alliées. Ils ont donné leur vie pour libérer la France de l'opposition et de l'oppression. Il me tenait à cœur de vous dire que je leur suis et leur serai à tout jamais reconnaissant. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant à répondre oui à M. Denis Racine. Je terminerai en vous disant un petit mot sur la Société française de Québec, qui existe depuis 1875. Ce n'est pas un club privé réservé qu'aux Français. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Aussi, avec toute mon amitié, je vous salue et je vous dis à bientôt. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Université Laval pour souligner ce moment important dans l'histoire des liens qui unissent la France et le Québec. L'appel que le général de Gaulle a lancé aux Canadiens français en 1940 s'inscrit dans cette histoire transatlantique mouvementée et passionnante que les générations successives d'historiens revisitent et revisiteront longtemps. De nombreux hommes, de nombreuses femmes du Québec et du Canada ont répondu à cet appel et ont contribué à l'effort gigantesque, décisif, grave, qui a fait l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le philosophe Paul Ricoeur disait que l'histoire est une dette que les vivants ont envers les morts. Et notre dette est grande à l'égard d'un homme comme Charles de Gaulle et de tous ceux qui ont répondu à son appel au cœur du deuxième conflit mondial. Le souvenir de ces moments vit entre autres grâce au travail des historiens et des passionnés d'histoire. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et je salue en particulier, bien entendu, Roger Barrette, dont les recherches permettent de mieux connaître les multiples facettes de la riche relation que de Gaulle a entretenue avec le Québec. Ainsi, je les salue aussi que les représentants des associations ici présents qui contribuent à faire vivre cette mémoire et, en tout premier lieu, évidemment, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Après la guerre, le président de Gaulle a fait énormément, on le sait bien, pour les relations entre la France et le Québec. Et en particulier, il a contribué au développement des liens académiques franco-québécois qui se sont établis à partir des années 1960 tout particulièrement. Et on a rappelé tout à l'heure l'accord de 1965. Si aujourd'hui des étudiants effectuent des séjours de mobilité de part et d'autre de l'Atlantique, s'ils effectuent des programmes conjoints, des thèses en co-tutelle, si des professeurs, des chercheurs peuvent compter sur des liens forts entre leurs institutions pour soutenir leurs activités communes, c'est en bonne partie grâce à l'intérêt que De Gaulle a toujours porté au Québec et à l'appui qu'il a apporté à ses relations académiques et intellectuelles franco-québécoises. L'appel que le général a lancé aux Canadiens français en 1940 s'est ainsi prolongé dans les décennies suivantes dans tous les domaines de la coopération entre la France et le Québec. L'enseignement et la recherche occupant une place prépondérante dans cette coopération. C'est un héritage précieux que je peux constater tous les jours au sein de notre institution et que l'actuelle pandémie, je tiens à souligner, n'effacera pas. Il ne s'agit, rassurez-vous, que d'une parenthèse. L'histoire le montre. Le général avait d'ailleurs rendu visite à notre université lors de son voyage d'avril 1960. Et je cite ce passage de l'allocution qu'il avait prononcée à cette occasion, devant notamment le recteur Parent.
De Gaulle dit ceci: « Laissez-moi exprimer la très profonde émotion que je ressens à me trouver dans les murs de l'Université Laval, la plus ancienne d'Amérique du Nord. Il se trouve qu'elle fut, qu'elle est restée, qu'elle restera l'université française. » Pour Charles de Gaulle, notre université, reposant sur la fondation du Séminaire de Québec, lui rappelait ce destin commun qui unit, depuis l'époque de la Nouvelle-France, les populations des deux côtés de l'Atlantique. Mais l'Université Laval ne peut pas s'approprier seule ces mots flatteurs, et je m'exprime au nom de mes collègues de l'ensemble des universités québécoises pour dire combien l'héritage de Charles de Gaulle est profond et pérenne au sein de nos institutions. Nous avons le devoir de le perpétuer, de l'enseigner, de le donner à comprendre aux nouvelles générations. Nous le ferons avec rigueur et détermination, grâce aux travaux des universitaires, mais aussi avec le soutien des partenaires et de tous ceux que l'histoire intéresse. Le passé ne survit dans les mémoires et dans le collectif que lorsqu'il est diversement approprié et partagé. Et saluons à cet égard des initiatives comme celle des rendez-vous d'histoire de Québec, inspirés des rendez-vous d'histoire de Blois en France, portés par leur présidente Catherine Ferland, et qui vous invite, et qui nous invite d'ailleurs très bientôt à leur 3e édition. Absolument, c'est bien mérité. Je termine ces quelques mots en rendant hommage, au nom des milieux académiques, à Charles de Gaulle et à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, répondu à son appel du 1er août 1940. Cet appel était fondé sur des valeurs de liberté et de solidarité qui sont fondamentales aux universitaires et au monde de la recherche. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous, distingués invités, chers amis. Au nom du gouvernement du Québec, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour souligner le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle aux Canadiens français. Un appel qui, dans un contexte incertain et périlleux, inscrivait sous un angle historique, culturel et stratégique la relation entre le Canada français et la France. Un appel marquant le début, à certains égards, de ce qu'allait devenir une relation affective unique entre le peuple québécois et l'un des plus grands chefs d'État de la riche histoire de la France. Je remercie M. Denis Racine, président de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, et toute son équipe pour l'organisation de cette activité commémorative. Par son engagement, la Commission renforce les liens d'amitié privilégiés entre la France et le Québec. Cette amitié s'appuie sur la langue et la culture, mais aussi l'histoire et la mémoire. L'histoire permet de comprendre et interpréter notre passé, mais aussi d'étoffer notre compréhension du présent et d'éclairer notre prospective de l'avenir. L'action et l'œuvre littéraire du général de Gaulle étaient profondément imprégnées de cette conscience historique, qui explique pourquoi sa lecture des hommes, des idées et des événements demeure si pertinente aujourd'hui. À cet égard, l'appel du 1er août 1940 constitue un exemple éclairant. De son exil à Londres, le général de Gaulle multipliait depuis juin 1940 les actions afin d'appeler les Français à résister, à se rallier derrière la Croix de Lorraine. Pour des raisons évidentes, l'histoire a retenu l'appel du 18 juin. Mais nous sommes ici pour rappeler un autre message chargé de sens pour 2 raisons. L'appel du 1er août 1940 se distingue car il n'était pas destiné à l'Europe ou à ses colonies, mais au Canada français. Mais par un de ces hasards qui illustre bien le contexte dans lequel cet appel fut lancé, le 2 août, soit le lendemain, fut le jour où le général de Gaulle fut condamné à mort par contumace. Le message livré par le général de Gaulle, il y a 80 ans, était à la hauteur de l'homme et des circonstances. Remarquons d'entrée de jeu le ton direct, la clarté d'expression qui tranchait avec les conventions oratoires de l'époque. Soulignons la franche lucidité de sa lecture de la situation, mais aussi sa reconnaissance envers le sacrifice des soldats canadiens français lors de la Grande Guerre. S'il mesure l'ampleur de la tâche, la France est à reconquérir, après quoi elle sera à refaire, l'appel exprime la conviction que cette reconquête de la France se fera avec le concours de, et je cite, « ceux qui aiment ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, tout ce que siècle après siècle elle a su faire pour les autres ». L'appel contient un message prémonitoire. Je cite, « Votre secours, l'âme de la France le cherche et l'appelle parce que le destin a fait du Canada la terre d'union de l'Ancien et du Nouveau Monde. » Ce rôle de carrefour intercontinental constitue désormais l'une des assises fondamentales de l'action internationale du Québec. Un rôle compris par de Gaulle à une époque où la personnalité internationale du Québec ne s'affirmait encore que bien timidement.
Enfin, de Gaulle établit une continuité historique et culturelle entre la France et le Québec et y voit une promesse pour la France libre. La France, et je cite, « trouve dans votre exemple de quoi ranimer son expérience à l'avenir, puisque par vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique. » Avec un message fort et évocateur. On reconnaît le style de Gaulle, mais aussi dès cette époque, une compréhension que de l'autre côté de l'Atlantique, on retrouvait un peuple et un territoire, fidèles à ses racines françaises, mais avec une identité propre et des horizons vastes et prometteurs. Le souffle et l'esprit de l'appel sont, en plus d'avoir eu un écho immédiat quand même significatif, son souffle et son esprit sont graduellement devenus une trame de fond pour les liens uniques et privilégiés qui façonnent la relation Québec-France depuis bientôt 80 ans. Rappelons l'apport exceptionnel des unités canadiennes-françaises à la libération de la France, notamment le régiment de la Chaudière, Royal 22e. J'en profite pour saluer les anciens combattants qui sont présents parmi nous aujourd'hui d'ailleurs. Au sortir de la guerre, alors que la France se reconstruisait, le Québec vécut une transformation politique et sociale qui fit émerger une nouvelle conscience nationale et l'amena à se doter de l'État et de l'économie moderne que l'on connaît aujourd'hui. Plusieurs bâtisseurs de ce Québec moderne ont été formés en France et ont contribué à l'établissement d'une coopération permanente entre la France et le Québec et évidemment l'émergence de relations France-Québec modernes avec la fondation de la Délégation générale du Québec à Paris. De grandes institutions, comme la Caisse de dépôt de placement, mais aussi les bases de nos relations internationales sont des legs majeurs des relations France-Québec. Une coopération qui, depuis 60 ans, s'approfondit, se diversifie et interpelle nos forces vives. L'appui de la France fut aussi essentiel pour l'affirmation du Québec dans la sphère multilatérale. Songeons à notre engagement en francophonie, mais aussi sur des enjeux globaux comme la diversité culturelle et la lutte au changement climatique. Aujourd'hui, le Québec est l'État fédéré avec le plus fort ancrage international. Tout cela a débuté avec la France et se poursuit avec elle. Nous sommes tous conscients du rôle capital joué par le général de Gaulle dans les premiers chapitres de cette histoire, où il fut un instigateur, un catalyseur indispensable. Mais retenons aussi que ses successeurs ont pleinement reconnu et assumé le caractère unique de ces relations. Aujourd'hui, le Québec a des représentations dans 18 pays et est actif dans plusieurs autres. Mais c'est avec la France que les liens institutionnels, civils et politiques sont les plus forts, notamment via la coopération et la rencontre alternée des premiers ministres. En ce sens, l'appel du 1er août 1940 s'inscrit comme un jalon essentiel de ce qui est devenu la relation unique et privilégiée entre la France et le Québec et entre nos peuples. Deux peuples unis par la langue, la culture, l'histoire, mais aussi par la conviction que leur proche collaboration favorise leur épanouissement respectif. Je souhaite donc longue vie à la relation franco-québécoise, une relation dans laquelle les appels trouvent toujours un écho favorable. Je vous remercie. Je voudrais vous dire que à peine j'étais arrivé à Québec, j'ai été convié à une cérémonie en l'honneur de Madame Marthe Simard, qui a été beaucoup évoquée. Et donc tout de suite, j'ai été plongé dans cette histoire passionnante de la résistance française au Canada français. Et j'ai été aussi plongé dans cette histoire exceptionnelle des relations qu'avait le général de Gaulle avec les Canadiens français. Et dans ce contexte qui a été fondateur de notre relation bilatérale actuelle, tout de suite, j'ai compris l'importance de cette relation. Et aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion de rendre hommage à nouveau à ce grand homme, certainement le plus grand de l'histoire de France et de l'histoire du Québec. En tout cas, dans la relation France-Québec, c'est certainement le personnage le plus important qui a été. Et donc, je vous remercie de cette occasion qui est vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup. Le général de Gaulle a fait son appel aux Français le 18 juin. Et entre le 18 juin et le 1er août, la situation militaire et politique avait beaucoup évolué. Et il a fallu qu'il s'accroche, il a fallu une certaine opiniâtreté, il a fallu une vision, il a fallu qu'il y ait cette conviction dans les valeurs et dans les profondeurs de l'esprit français pour que cet appel du 1er août ait pu avoir lieu. Et comme l'a dit M. Barrette, c'était un appel au secours, mais c'est aussi un message d'espoir. C'est l'appel de quelqu'un qui sait que même quand son pays est au plus bas, est dans une situation que personne n'aurait pu imaginer encore quelques mois auparavant,
eh ben, il sait que rien n'est jamais perdu. Il sait que l'esprit et l'âme de la France vaincront. Et il sait que c'est grâce à ses amis que la France vaincra. Et il sait que les Canadiens français sont des amis profonds et qu'ils ont en eux l'âme de la France et qu'ils savent ce que c'est que cet appel et qu'ils pourront y répondre. D'ailleurs, ils l'ont entendu, cet appel. On a parlé de Mme Marthe Simard, mais il y en a eu bien d'autres, puisqu'il y a eu 80 comités de la France libre. Et on a parlé aussi des liens qu'avait le général de Gaulle avec le Québec. Il avait une véritable affection avec le Québec. Il avait très bien compris cette culture commune, cette langue commune, tout ce qu'on pouvait en tirer dans notre relation, dans les deux sens. La coopération, c'est jamais dans un seul sens. Le principe de la coopération, c'est que ça va de la France vers le Québec, mais aussi du Québec vers la France. Et il s'est aussi souvenu, je pense, beaucoup du sacrifice des Canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est souvenu que les Canadiens avaient aidé la France et il s'est dit, ils nous ont aidés une fois, certainement ils peuvent nous aider encore une fois. Et donc c'est à vous, Canadiens, Français, entre autres, et avec tous les soldats de la France libre, c'est à vous que nous devons notre liberté aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Cette année 2020, on l'a rappelé, c'est l'année de beaucoup d'anniversaires concernant le général de Gaulle. Et c'est aussi, on l'a dit, grâce au général de Gaulle que la relation France-Québec que nous avons aujourd'hui est ce qu'elle est. S'il n'y avait pas eu cet amour du Québec, s'il n'y avait pas eu cette connaissance du Québec, il n'y aurait pas cette relation directe et privilégiée que nous avons aujourd'hui. Il n'y aurait pas, par exemple, un organisme dont je m'occupe, qui est la Commission permanente de coopération, qui a été initiée en 1965, qui a été aussi l'année de la première entente franco-québécoise en matière de recherche. Puis il y a aussi la naissance de l'OFQJ, enfin il y a eu toutes les associations que vous représentez ici, messieurs. Et tout ça, tous ces échanges en culture, en économie, en recherche, en santé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dont la France est si proche que le Québec. La France a vraiment une relation vraiment intime avec le Québec. Et cette relation intime, nous la devons à celui dont la statue est juste derrière moi. Et donc merci encore, merci à vous d'avoir organisé cette cérémonie et puis merci au général de Gaulle de son action incroyable en faveur de la France et de la relation franco-québécoise.